Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre 13 qui correspond à la stoichiométrie. Donc stoichiométrie, stoichio reprend au final un terme pour les proportions et puis ben, métrie, la mesure. Donc ça va être la mesure des proportions et on va voir que dans ce chapitre en chimie, ça va nous permettre de comprendre comment on va équilibrer des réactions chimiques et puis, comment, à partir d'une masse d'un des réactifs ou d'un des produits, on peut calculer toutes les autres masses et éventuellement déterminer si un réactif, il est en excès ou limite. Donc, pour commencer, on va parler de la mole. Alors la mole, beaucoup de gens, au final, estiment que c'est une notion qui est compliquée. Il y a dans beaucoup de textes de chimie, il y a vraiment des gens qui ont de la peine à comprendre, au final, ce que c'est cette mole. La mole, si on prend la définition de ce que c'est une des 7 unités du système international d'unités, au même titre que le mètre, la seconde, le degré Kelvin et puis on va être capable, grâce à la mole, d'exprimer une quantité de matière contenue dans une substance chimique. Pour, la mole, en l'occurrence, on l'a définie historiquement, sur le carbone 12. Donc on a différents types de carbone, il y a le carbone 13, il y a le carbone 14. Le carbone 12, c'est un carbone où au niveau, de son noyau atomique, on va avoir 6 protons et 6 neutrons, ce qui fait au final un total, de 12 nucléons, un A de 12, 12 carbone 12 et on a, 6 électrons qui tournent autour. On a décidé de prendre exactement 12 grammes de ce carbone 12. On aurait pu en prendre 13, 14 grammes. Ça a été un choix qui a été fait à l'époque de prendre 12 grammes. Et puis, on veut savoir au final combien on a d'atomes dans ces 12 grammes de carbone 12. Donc, une mole, ça va être le nombre d'atomes de carbone 12 qu'on a dans 12 grammes de carbone 12. Donc maintenant, au final, la seule chose qui me manque pour savoir au final combien exactement j'ai d'atomes dans une mole, parce qu'après on aura des moles de plein d'autres choses. Donc ici, la définition elle est sur le carbone 12, mais on a des moles de n'importe quoi. On doit savoir absolument combien pèse un atome de carbone 12. Pour ce faire, on peut utiliser un spectromètre de masse. Donc là, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. C'est égal si on comprend comment marche un spectromètre de masse ou pas. Le seul truc, c'est que le spectromètre de masse va nous permettre d'obtenir au final une masse très précise pour l'atome de carbone 12. Et à ce moment-là, on va pouvoir quantifier ce que vaut une mole. Donc le spectromètre de masse, on vient introduire un échantillon ici du côté de l'inlet. Et puis cet échantillon, on va le chauffer grâce à un filament et puis, ce filament, au final, va être capable de venir arracher des électrons à notre substance. Si je suis venu arracher des électrons à ma substance, elle va être chargée positivement et puis si j'ai une grille accélératrice ici que je viens charger négativement, cette grille accélératrice va attirer les cations, puisqu'ici ils auront perdu des électrons, ils sont chargés positivement, et puis ils vont partir à travers le système. Ensuite, on a deux fontes. Ces fontes, ça correspond à un collimateur. Donc, on va avoir certains de ces particules chargées positivement qui vont arriver dans n'importe quel sens, et les seules qui vont pouvoir continuer tout droit, c'est celles qui passent à travers la première fonte. Par contre, ils peuvent venir passer de travers dans n'importe quel sens. Celles qui vont pouvoir continuer dans le tube sous vide, parce qu'on a un vide qui est fait dans ce tube, c'est celles qui passent droit à travers au final ces deux fentes. Et ces deux fentes vont avoir le rôle de viseur de fusil. Et puis, si on a la visée qui est bonne, ben, les particules sont capables de passer à travers les deux fontes. Et puis ensuite, on a un électroaimant. Cet électroaimant, en fonction de la puissance, qu'on va avoir, dans l'aimant, donc du courant électrique qui a passé à l'intérieur, on va être capable de dévier le faisceau. À la fin, on a encore,
une fonte qui va permettre au final d'avoir un détecteur, derrière et de détecter des choses de manière, très précise. Donc si je viens mettre du carbone, le carbone, au début, on va avoir du carbone 12, donc on va avoir différents types de carbone. Si je règle ici, heu, mon ratio de charge, donc je viens régler ici un M sur Z qui vaut exactement 12. Donc le M sur Z, c'est la masse divisée par la charge. On s'en fiche de ce que ça signifie, mais ça veut dire que ici tous les, carbone 12 chargés positivement, donc ici on va avoir des atomes de carbone 12 chargés positivement vont être, détectés. Les atomes de carbone 13, eux, ils vont, être, percuter le verre ici parce qu'ils sont plus lourds, donc ils sont moins déviés par l'électroaimant et puis ensuite je vais avoir les, atomes de carbone 14. Si maintenant je viens, dévier au final, en changeant le ratio sur le masse sur, charge au niveau du ratio, à ce moment-là, si je varie ça, je vais avoir cette fois, par exemple, si je mets un ratio masse sur charge de 13, cette fois, les atomes de carbone 14, eux, ils vont percuter le verre. Je vais détecter les atomes de carbone 13 et puis les atomes de carbone 12, eux, ils vont être encore plus déviés. Et puis, on vient plus précis que juste bêtement ce 13 et puis on va être capable de calculer très précisément au final, la charge, enfin ce ratio masse sur charge, je vais y arriver, le calculer très précisément et puis ça va nous donner au final, le poids de l'atome. Donc en faisant ça, on est capable de détecter et on se rend compte qu'on a, la masse d'un atome de carbone 12 et on dit qu'un atome de carbone 12, il pèse 1,99 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc voilà, fin de la parenthèse. Avec cet appareil, ce spectromètre de masse, on est capable de, définir très précisément la masse d'un atome de carbone 12. Maintenant, ça veut dire que si on a un atome de carbone 12, ben, on a 1,9 fois 10 puissance moins 23 grammes en termes de masse. Si, j'en ai 2, ben, j'ai 2 fois plus, j'en ai 5, 5 fois plus et ainsi de suite, on augmente et puis au moment où je vais avoir 6,022 fois 10 puissance 23 atomes, j'aurai exactement 12 grammes de carbone 12. Donc, si on prend le nom d'Avogadro, il a été, donné en hommage à Amadeo Avogadro, qui est un Italien qui a bossé, plus particulièrement sur, la loi des gaz parfaits, en disant que, à chaque fois qu'on avait un volume de gaz parfait, on a toujours le même nombre de molécules à l'intérieur. Et puis en hommage à lui, ben, on lui a attribué ce nombre d'Avogadro qui est le nombre, d'atomes de carbone 12 qu'on a dans 12 grammes de carbone 12. Donc ce nombre d'Avogadro, si je viens dire que j'ai 12 grammes de carbone 12 et je viens diviser par le poids d'un atome de carbone 12, donc on a la masse de carbone 12 totale divisée par la masse d'un atome de carbone 12. Et puis, ça nous donne nos fameux 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Donc ça, c'est le nombre d'Avogadro. Et à partir de là, on peut dire qu'une mole équivaut à 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Donc, dans le cas du carbone 12, c'est des atomes de carbone 12, mais des entités. Les entités, ça peut être des atomes, ça peut être des molécules, ça peut être des profs de chimie, ça peut être des tables, ça peut être des ordinateurs, qu'importe. Quand j'ai une centaine d'objets, j'en ai 100.
Quand j'ai une douzaine d'objets, j'en ai 12 et je peux compter, des objets n'importe lesquels, des bières, je peux compter, des atomes, je peux compter des stylos, je peux compter des règles, je peux compter n'importe quoi par douzaine. Et là, on a une énorme douzaine qui est équivalent à la mole et la mole, c'est au final une énorme douzaine ou une énorme centaine qui vaut 6,022 fois 10 puissance 23 objets. Donc ces entités, ben, ça peut être, on a dit, n'importe quoi, ça peut être, dans le cas de la chimie, ça peut être des atomes ou ça peut être des molécules, par exemple. Maintenant, ce qui est important de réaliser avec cette mole, c'est qu'une mole, ben, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 objets. Ça me dit strictement rien sur la masse au final de ces objets. Si je prends une mole d'atomes, ma mole d'atomes va peser largement moins lourd que une mole de prof de chimie. Pourquoi? Ben, le prof de chimie est largement plus lourd qu'un seul atome. Donc, une mole, c'est vraiment une quantité d'objets. Et cette quantité d'objets, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 objets. Donc maintenant, ici, là, je vais mettre différents objets sur ces différentes balances. Si je mets une mole, donc 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de carbone 12, ma balance va m'afficher exactement 12 grammes. Si je prends une mole de molécules d'éthanol, donc 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'éthanol, ma balance va m'indiquer 46,07 grammes. Si je prends une mole d'atome de cuivre, elle va m'indiquer 63,55 grammes. Et si je prends une mole d'atome d'or, 196,97 grammes. Si vous allez chercher, vous mettez un petit moment cette vidéo sur pause, vous allez chercher sur le tableau périodique le cuivre et l'or, vous allez voir que ces deux chiffres, le 63,55 et le 196,97 grammes, apparaissent sur le tableau périodique. Donc sur le tableau périodique, on a pour chacun des éléments, chimiques du tableau périodique des éléments, on a au final la masse d'une mole de ces objets. Donc si je prends une mole de ces atomes, à chaque fois, je vais avoir, ce chiffre qui est présent sur le tableau périodique qui apparaît. Donc ici, on se rend compte que une mole, en fonction de l'entité chimique ou de l'objet qu'on considère, ben, n'a pas forcément le même poids. Mais à chaque fois, on a 6,012 fois 10 puissance 23 entités. Dans le cas du carbone 12, ça va être des atomes de carbone 12. Dans le cas de l'éthanol, c'est des molécules d'éthanol. Dans le cas du cuivre, c'est des atomes de cuivre. Dans le cas de l'or, c'est des atomes d'or. Mais à chaque fois, j'ai ce même nombre. Donc ici, j'ai compté à chaque fois une mole, mais une mole, en fonction de l'objet ou de l'entité chimique qu'on considère, va changer de poids. Si on prend l'eau et on prend 1,44 fois 10 puissance 24 molécules d'eau, on aimerait savoir ici combien ça représente de moles d'eau. Donc pour savoir, on peut faire le calcul il est simple. On sait que une mole, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 molécules. Et ici, on me demande pour 1,44 fois 10 puissance 24 molécules, combien ça représente de moles. Donc ici, ça va être une règle de 3. Je vais venir multiplier cette diagonale et puis je vais venir diviser par ce nombre esselé. Donc ici, ça va correspondre au nombre d'Avogadro. Donc pour le nombre de moles d'eau qui sont représentés par 1,44 fois 10 puissance 24 molécules, on va avoir cette diagonale, donc 1,44 fois 1,44 fois 10 puissance 24 qui correspond au nombre de molécules d'eau divisé par le nombre d'Avogadro. On fait le calcul et on se rend compte qu'on a 2,4 moles d'eau
pour 1,44 fois 10 puissance 24 molécules. Maintenant, la masse molaire. Donc la masse molaire, elle va représenter la masse en grammes d'une mole de l'entité, qu'on considère. Donc ça peut être des atomes, ça peut nous être des molécules, ça peut être des, composés ioniques. Pour, la masse molaire, à chaque fois qu'on va faire des calculs, on va à chaque fois la représenter par un grand M, un M majuscule. Et puis ce M majuscule représente des grammes par mot. Donc la masse molaire d'un élément, ben, on a dit, elle est présente sur le tableau périodique et puis elle tient compte, des différents, isotopes. Donc si on regarde le carbone, on n'a pas exactement, 12,00 puisque dans le carbone, on a du carbone 12 et puis on a du carbone 13. Le carbone 12, il représente 99 du carbone et le carbone 13, 1. Donc ce pourcent, il est petit, mais il fait que la masse moyenne d'un atome de carbone, j'ai 99 chances, si je prends un atome de carbone, de tomber sur un atome de carbone 12, mais j'ai 1 de chance de tomber sur un atome de carbone 13. Et c'est ce qui fait justement que la masse molaire du carbone n'est pas exactement à 12,00 comme le serait le carbone 12, mais légèrement plus haut, puisque on a du carbone 13 et on aura encore des traces. On en a très peu, mais on en a quand même un petit peu de carbone 14 dans le carbone naturel. Donc la masse molaire ici du carbone vaut 12,011 grammes par mol. Puis là, on a cette masse pour chacun des éléments. Donc ça me dit que si je prends 12,011 grammes de carbone, j'aurai exactement une mole de carbone, à savoir 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de carbone que j'aurais sélectionné. Maintenant, pour la masse molaire d'un composé moléculaire, alors c'est assez simple puisqu'on a la formule chimique. Donc on sait de quoi il est composé comme atome. Donc on va pouvoir faire une addition des différentes masses molaires des différents atomes pour trouver la masse molaire complète du composé. Donc si je veux la masse molaire cette fois de l'eau, je sais que chaque molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, donc la masse molaire pour l'eau, ça va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Je vais chercher sur le tableau périodique, je regarde quels sont les chiffres. Pour l'hydrogène, on se rend compte que ça vaut 1,01, donc on va avoir 2 fois 1,01, plus la masse molaire de l'oxygène, à savoir 16. On va avoir 2 fois 1,01 plus 16, qui nous donne une masse molaire de 18,02 grammes. Donc à chaque fois qu'on pèse 18,02 grammes d'eau pure, on a exactement une mole de molécules d'eau à l'intérieur. Si on prend le glucose, du C6H12O6, cette fois, je vais avoir 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je vais chercher sur le tableau périodique les valeurs pour la masse molaire du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dès lors, on a 6 fois 12,011 plus 12 fois 1,01 plus 6 fois 16. Et ça nous donne une masse molaire moyenne de 180,18 grammes par mol. Si à la place d'un composé moléculaire, j'ai un composé ionique, ça change strictement rien, mais cette fois, je vais avoir une unité du réseau. Elle, ça calcule exactement de la même manière. Si j'avais la masse molaire du carbonate de sodium, à savoir du Na2CO3, j'aurais 2 fois la masse molaire de Na, plus 1 fois la masse molaire du carbone, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Je fais mon calcul et ça me donne 105,99 grammes par mol. Maintenant, on peut interconvertir la masse molaire et les moles.
Donc si on regarde la masse d'un échantillon, on va le représenter avec un petit m et puis on va mesurer ça en grammes. La masse molaire de l'entité chimique, c'est un grand M et c'est des grammes par mole. Et on a encore le nombre de moles de l'entité chimique dans l'échantillon qui est représenté par un petit n qui représente le nombre de mots. Alors maintenant, si on regarde les unités, on se rend compte qu'on a une relation entre tout ça. Si je prends la masse molaire, grand M, elle se calcule en grammes par mot. Ça correspond au fait d'avoir des grammes divisés par des moles. Les grammes, ça correspond à petit m et le nombre de moles n. Donc ici, on a, si on regarde bêtement les unités, on a que grand M est égal à petit m sur n. Donc maintenant, pour se rappeler de ça, de l'autre côté, on voit qu'il y a une pyramide. Cette pyramide, c'est un moyen mémotechnique. Donc, vous avez 2m et le petit m, il est léger, il est minuscule, donc lui, il va en haut. Donc sur le triangle, je vais toujours venir mettre le petit m en haut. Le gros M, il est lourd, il est massique, donc il va en bas. Et maintenant, ça me donne les différentes relations. Si on regarde, grand M, c'est égal à petit m, et ici on a une barre de fraction divisée par n. Petit m est égal à grand M fois petit n. Et on a le dernier, petit n est égal à petit m divisé par grand M. Donc, en représentant de ce côté, c'est égal ici qu'on vienne interconvertir le petit m et le grand n, mais on doit obligatoirement avoir le petit m en haut sur ce moyen mémotechnique pour avoir nos différentes relations. Entre le haut et le bas, ça correspond à une barre de fraction. Ceux qui sont au même niveau, ils sont multipliés entre eux. Maintenant, si on me demande ici de venir calculer le nombre de moles de glucose qu'on a dans 1 kg de glucose. Je dois sélectionner ici la formule que je vais vouloir utiliser et la formule qu'on va vouloir utiliser, ça correspond ici à la troisième formule. Pourquoi? On nous demande de calculer le nombre de moles. Donc, maintenant, je vais devoir, pour le nombre de moles, ça va être la masse de glucose divisé par la masse molaire du glucose. Par contre, on a quand même un problème si on réfléchit en termes d'unité, puisque la masse molaire, à chaque fois, elle est donnée en grammes par mole, et puis la masse, elle doit obligatoirement être en grammes. Et puis là, on se rend compte qu'on a une masse qui est donnée en kilos. Donc avant tout, je vais devoir transiter ma masse de C6H12O6 qui vaut 1,00 kg. Je dois la transférer en grammes. 1 kg, c'est équivalent à 1000 grammes. Donc on va avoir 1000 divisé par 180,18. Si on regarde les unités, on a des grammes divisés par des grammes par mole, donc les grammes ici ils tombent. Et puis on a divisé par divisé, donc on va avoir des moles au total. Et on se rend compte qu'on a 5,550 moles de glucose dans 1 kg. Maintenant, on va attaquer les équations chimiques.
Donc une réaction chimique, c'est, une transformation chimique de la matière qui fait qu'on va avoir une transformation, des molécules qu'on a au départ pour donner d'autres molécules à l'arrivée. Les molécules de départ sont appelées des réactifs. Ces réactifs vont réagir entre eux ou éventuellement on peut avoir un réactif tout seul qui se décompose et qui va, former des produits à l'arrivée, un seul ou plusieurs, produits qui sont le résultat de la réaction chimique. Donc l'écriture de la réaction chimique, elle est simple. Je vais additionner mes différents réactifs, le nombre que j'en ai, mettre une flèche. Cette flèche signifie transformation, chimique, donc on a une transition, on a un réarrangement des atomes qu'on a sur les réactifs pour venir fournir les produits et puis on va avoir une addition de produits sur l'arrivée. Si je prends un exemple, si je prends de l'eau, je peux venir mettre un morceau, de sodium métallique à l'intérieur. Ce sodium en contact avec l'eau va jouer le rôle d'une espèce de pastille effervescente en surface, ça va faire pshhh et puis au fur et à mesure de la réaction, avec l'eau, ça va chauffer et au bout d'un moment, on peut voir apparaître des flammes, voire une explosion. Donc, le sodium, il va se dissoudre dans l'eau en réagissant avec pour créer au final de l'hydroxyde de sodium, donc il ne va pas se dissoudre sous forme métallique, mais il va vraiment réagir avec l'eau pour former l'hydroxyde de sodium et c'est cet hydroxyde de sodium qui va venir se dissoudre dans l'eau. Et cette réaction va produire un gaz, qui est un gaz inflammable, qui est le dihydrogène. Et ce gaz, au bout d'un moment, la réaction, elle chauffe, donc ce gaz, il y a un moment, spontanément, il va prendre feu. Et puis si j'ai le bon ratio entre ce gaz qui prend feu et l'oxygène de l'air qui est un comburant, à ce moment-là, je peux carrément avoir une explosion. Donc ici, si on regarde sur cette formule chimique, on va avoir comme réactif le sodium et l'eau et comme produit l'hydroxyde de sodium et le dihydrogène. Donc j'ai mis mes réactifs du côté des réactifs et les produits du côté des produits. Si on analyse, la réaction, on sait qu'on a mis du sodium et de l'eau. Pour, prouver que j'ai bien, de l'hydroxyde de sodium, une fois que ma réaction, elle a fini de réagir, je récupère mon eau, j'évapore l'eau, j'obtiens une poudre blanche, je fais des analyses sur cette poudre blanche, température d'ébullition, température de fusion, éventuellement masse volumique et puis on arrive à bien confirmer qu'on a bien du NaOH. Ici, je peux venir récolter le gaz, je peux faire plusieurs expériences sur le gaz, il est plus léger que l'air, il prend facilement feu et on arrive à prouver qu'on a de l'hydrogène. Je peux analyser tout ce que j'ai envie, j'aurai pas d'autres produits sur cette réaction. Donc on a bien, si je fais réagir du sodium avec de l'eau, je produis uniquement du dihydrogène et puis du NaOH. Maintenant, souvent sur ces équations, on vient rajouter un symbole d'état. Le symbole d'état vient nous dire dans quel état de la matière sont ces différentes substances. D'un point de vue de l'équilibrage de la réaction chimique, ça sert strictement à rien. Par contre, en laboratoire, ça permet d'avoir une information qui est nécessaire. On va typiquement, si on a une réaction qui produit des gaz, on va pas faire ça dans un système fermé, sinon on risque d'avoir une explosion, quelque chose qui nous gicle compte. Donc on va faire par exemple extrêmement gaffe aussitôt que des gaz sont produits dans la réaction. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur la réaction, qu'on va mener. Par contre, dans tout ce qu'on va faire, sur ce chapitre, ça sert, en pratique à pas grand-chose sur l'équilibrage de réaction et puis le calcul des masses de produits ou de réactifs. Donc on a, 4 états de la matière: le solide, qu'on va représenter avec un petit s minuscule, le liquide, un petit l minuscule, le gaz, un petit jet minuscule ou des substances comme ici, dissoutes dans l'eau et puis on va estimer qu'on a un état aqueux et puis on va représenter ça par AQ. Donc si on regarde, dans notre équation, le sodium est solide, l'eau est liquide, le H2 c'est un gaz et puis le NaOH, ça va être un composé ionique qui va être dissous dans l'eau, donc aqueux. Donc je peux venir mettre ces différents symboles d'état les uns à la suite des autres sur ma réaction. Maintenant,
Si je prends cette réaction en écrivant Na plus H2O donne H2 plus NaOH, ça veut dire que un atome de Na réagit avec une molécule d'eau pour former une molécule de dihydrogène et une molécule d'hydroxyde de sodium. Si à la place de prendre à chaque fois un atome ou une molécule, j'en prends 6,022 fois 10 puissance 23, à ce moment-là, je vais avoir une mole. Donc ça correspond à la même chose de dire que si j'ai une mole d'atome de Na, une mole de molécule d'eau, ça va me fournir une mole de dihydrogène et une mole de NaOH. Maintenant, si je veux calculer au final ces moles, combien ça représente? Une mole de Na, donc si je sais que j'ai un petit n de Na qui vaut une mole et je viens multiplier ça par la masse molaire du Na, je vais obtenir la masse de Na qu'il va me falloir avoir pour avoir une mole de Na. Donc ici, masse molaire du Na, je la trouve sur le tableau périodique, fois une mole, le nombre de moles de Na, ça veut dire que je dois avoir 22,99 grammes de Na au départ pour avoir une mole. Je fais la même chose avec H2O, donc on sait qu'on a un petit n de H2O qui vaut une mole, je calcule sa masse molaire, et on a 18,02 grammes. Donc au niveau des réactifs, on a 41,01 grammes. Je fais la même chose au niveau des produits et on se rend compte qu'à l'arrivée, on a 42,02 grammes. Ici, on a quelque chose qui est faux puisque je gagne de la masse. Et on a vu avec Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, cette fameuse loi de conservation de masse. Donc j'ai un problème sur mon équation. Elle est juste d'un point de vue qualitatif. Donc, qualitatif, j'ai bien que du Na qui réagit, j'ai bien que de l'eau qui réagit au départ, et je produis que du dihydrogène et que du NaOH. Donc ici, au niveau qualitatif, ça, on est juste. Mais au niveau quantitatif, ben, on a un problème, puisqu'on se rend compte que on a une différence de 1,01 g. Alors, ceux qui ont bien écouté la vidéo et qui sont, malins auront compris que ce 1,01 g, on l'a déjà vu et ça correspond pas à n'importe quoi, ça correspond exactement à la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 g par mol. Et si on regarde l'équation du haut, on en reparlera plus tard, pour le moment c'est pas important, mais il nous manque réellement un hydrogène. Donc ici, maintenant, si on reprend avec en regardant cette équation, on nous dit que un Na réagit avec une molécule de H2O pour créer une molécule de H2 et une molécule de NaOH. Si je viens compter mes atomes, la totalité des atomes que j'ai au niveau des réactifs et des produits, on se rend compte que des deux côtés, entre les réactifs et les produits, on a à chaque fois un atome de sodium. On a un atome d'oxygène des deux côtés, mais par contre, au niveau de l'hydrogène, ça ne joue pas. J'ai à l'arrivée 3 hydrogènes contre 2 au départ, et c'est ce fameux 1,01 g qu'on a en plus au niveau des produits. Donc, on va voir qu'il faut aller plus loin dans l'équation et équilibrer cette équation. Ça veut dire que peut-être qu'il faut plusieurs atomes de sodium qui vont réagir avec plusieurs molécules d'eau. Ça peut donner plusieurs molécules d'hydrogène et plusieurs molécules de NaOH. Pour équilibrer ça, je vais venir ici rajouter un atome de sodium. Si je rajoute un atome de sodium, du côté des réactifs, pour avoir, maintenant j'ai 2 atomes de sodium, pour avoir 2 atomes de sodium du côté des produits, ben, je dois aussi rajouter une molécule de NaOH. Je peux à aucun moment modifier ces molécules. L'atome de sodium, c'est du Na, la molécule d'eau, c'est bien H2O, c'est pas H3O, c'est pas H4O ou H2O2. Donc les molécules, elles ont des formules qui sont fixes. Maintenant, si j'ai fait ça,
on se rend compte que ici j'ai 2 oxygènes. Donc pour avoir 2 oxygènes au départ, ben, je vais devoir venir rajouter une molécule d'eau. Et là, maintenant, si on compte, ben, on se rend compte qu'on a 4 hydrogènes. J'ai 4 hydrogènes à l'arrivée, donc là, on a équilibré la réaction. Jusqu'à présent, savoir comment j'ai équilibré ici rapidement, c'est pas ça qui nous importe le plus. On verra au final des méthodes un petit peu plus tard par rapport à l'équilibrage de ces réactions, dans quel ordre on peut faire notre équilibrage pour que ce soit bon. Ici, sur l'équation, on a quelque chose qui est équilibré. J'ai bien 2 atomes de sodium des 2 côtés, 2 atomes d'oxygène des 2 côtés et 4 atomes d'hydrogène. Donc mon équation chimique, elle est équilibrée. Cette fois, j'ai pas de perte d'atomes ou de gain d'atomes entre l'arrivée et le départ de la réaction. Si je le contrôle, donc ici maintenant on va venir mettre ces différents chiffres qui correspondent à des coefficients stoichiométriques. 2 sodium plus 2 molécules d'eau vont créer une seule molécule de H2. Ici, on peut mettre le nombre 1, mais on n'est pas obligé de le mettre. Donc, quand il n'y a rien qui est mis, on estime que ça vaut 1. Et ça me crée 2 molécules de NaOH. Donc, l'équation me dit que 2 atomes de Na réagissent avec 2 molécules d'eau pour me donner une molécule de dihydrogène plus 2 molécules de NaOH. De nouveau, si je fais fois 6,022 fois 10 puissance 23, j'obtiens 2 moles de Na qui vont réagir avec 2 moles de H2O pour me donner 1 mole de H2 et 2 moles de NaOH. Si je refais les mêmes calculs, on va se rendre compte qu'elle est juste d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Maintenant, cette fois, j'ai la masse molaire du Na fois 2 moles. La même chose pour le H2O, donc j'ai une masse totale de réactif ici, si je prends ce nombre de moles de 82,02 grammes, et on se rend compte qu'à l'arrivée, on a la même masse de produit qui est générée. Donc là maintenant, on a une équation qui est juste. Elle est juste d'un point de vue qualitatif et quantitatif, en respectant la loi de Lavoisier, qui dit qu'on ne va pas perdre ni gagner de la masse. Donc au final, par rapport à ce qu'on a vu sur le slide précédent, on peut dire qu'on a un réarrangement des atomes qui sont au niveau des réactifs pour créer des produits qui ont un arrangement atomique des atomes qui composent ces différents produits différent de celui des réactifs de départ. Maintenant, on va regarder comment on peut équilibrer une réaction chimique. Donc l'équilibrage de réactions chimiques, ça va être de rajouter ces coefficients stoichiométriques, donc c'est des nombres grands qu'on va mettre devant chaque réactif et produit de manière à équilibrer la réaction chimique. Attention, les nombres en indice sur les différentes formules chimiques vont jamais être modifiés. Donc je vais jamais avoir un H2O où je vais venir changer ce H2O en par exemple H3O ou H2O2 parce que ça m'arrange. Donc le H2O va toujours rester du H2O. Par contre, je peux venir mettre n'importe quel nombre ici devant pour dire qu'on a plusieurs molécules d'eau qui ont réagi sur la réaction. Sur l'équilibrage, on va équilibrer à chaque fois un seul élément chimique à la fois. Donc à chaque fois, ça va au final nous changer la balance entre le nombre d'atomes qu'on a du côté des réactifs et des produits. Donc on va équilibrer gentiment notre réaction. On va commencer par équilibrer les éléments qui sont présents dans le plus petit nombre de formules chimiques et ensuite ceux qui sont présents dans le plus grand nombre de formules chimiques. Donc pour ces équilibrages, on va avoir 3 méthodes d'équilibrage. La méthode que vous utilisez, qu'importe, on peut même utiliser une autre méthode. Moi, je vais en présenter 3 qui sont assez courantes et que les gens ont tendance à utiliser. Il y a plein d'autres méthodes qui existent. Le but, c'est que l'équilibrage soit fait de manière juste. Donc, on va prendre un exemple. Pour l'équilibrage, on va prendre la réaction qu'on peut avoir entre l'oxygène et l'acétylène. Donc,
Entre l'oxygène et l'acétylène, je peux faire, réagir ces 2 gaz pour obtenir une flamme relativement chaude puisqu'on peut obtenir une flamme, aux alentours des, sauf erreur, 2 600° ou 3 600, degrés. Donc on a une flamme, très chaude qui peut, s'obtenir en mélangeant de l'acétylène et puis, de l'oxygène et cette flamme, elle est utilisée pour les soudeurs, pour faire des soudures ou éventuellement des découpes de métal. Donc, le soudeur, il fait rentrer dans son chalumeau à oxycooper de l'acétylène et de l'oxygène. L'acétylène joue le rôle de combustible, le dioxygène le rôle de comburant. On vient, faire une flamme, enfin une étincelle à la sortie du chalumeau pour allumer la flamme et puis on peut obtenir une flamme. Cette flamme, tant qu'on a trop d'acétylène, elle va être très jaune et puis on va avoir une flamme qui va pas être, le plus chaud qu'on peut avoir puisqu'il y a une partie de l'acétylène qui est pas entièrement brûlée, donc on a une flamme plus basse en température. Si le soudeur y met trop d'oxygène, à ce moment-là, il y a une partie de l'oxygène qui va, refroidir la flamme. Donc le soudeur, au final, il va en réglant ici, ces, 2 molettes sur, son chalumeau, il va être capable, de faire de la stoichiométrie et en faisant cette stoichiométrie, au final, d'avoir la bonne proportion d'acétylène par rapport à l'oxygène pour que tout l'acétylène soit brûlé par l'oxygène sans qu'il y ait, d'excès de l'un ou de l'autre. Et puis justement, ça nous permet, de découper des métaux. Cette réaction, c'est une réaction de combustion, on en reparlera à la fin du chapitre, mais toutes ces réactions, de combustion, elles produisent de toute manière, de l'eau et puis, du CO2 aussitôt qu'on brûle, des composés, qui sont composés uniquement de carbone et d'hydrogène. Si j'ai mon chalumeau, je mets un verre, au-dessus de la flamme, on peut voir cette vapeur d'eau qui va, se déposer. Pour le CO2, on peut faire, différents tests avec, notamment l'eau de chaud pour prouver qu'il y a bien du CO2 qui est produit. Donc cette réaction chimique, on a de l'acétylène, du C2H2 qui vient réagir avec du O2 pour me former du H2O et du CO2. À aucun moment ici on les voit, ce H2O et ce CO2, donc on les met sous forme gazeuse. L'eau est produite à une telle température, aux alentours des 2 600° qu'elle est clairement, gazeuse. Donc on va utiliser cette équation. Cette équation, je vais reprendre 3 fois cette équation, c'est l'équation qu'on va équilibrer selon, 3 méthodes, différentes. La première méthode appelée par coefficient fractionnel. Donc on va placer un 1 devant le réactif qui a le plus, d'éléments, chimiques à l'intérieur. Donc ici, si on regarde les éléments, l'acétylène, carbone et hydrogène, 2 éléments, le dioxygène, 2 éléments, heu, non, 1 élément pour le dioxygène, pardon, et puis, 2 éléments pour le CO2. Si par hasard on n'arrive pas, donc ici on va commencer par celui qui a le plus d'éléments, mais je me rends compte qu'on a plusieurs qui ont plus qu'un élément, je vais compter le nombre d'atomes en tout présents à l'intérieur dans le composé. Ici j'en ai 4, ici j'en ai 3 et ici j'en ai 3. Donc nous on va venir sélectionner le CO2. Donc l'équilibrage va commencer par le CO2 et selon cette méthode, on me dit de venir placer un 1 devant, désolé, le C2H2, un 1 devant le C2H2. Maintenant, si je regarde, on peut équilibrer plus long. Maintenant, je vais regarder, le nombre de carbone. Donc ici, maintenant, ça veut dire que de ce côté-là, si j'ai mis 1 devant le C2H2, ça veut dire que je dois avoir 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène. Pour avoir 2 atomes de carbone à l'arrivée, je vais devoir équilibrer le CO2. Donc pour avoir 2 carbones, chaque CO2 on n'a qu'un, donc je vais devoir venir mettre devant le CO2, on va venir voir mettre le chiffre 2.
Et ici, je garantis que j'ai 2 carbones aussi au niveau des, produits. J'ai 2 hydrogènes au départ, j'ai pour chaque molécule d'eau, j'ai 2 hydrogènes, donc pour avoir 2 hydrogènes ici, je dois venir mettre un 1 devant le CO2. Je continue et maintenant on peut venir équilibrer l'oxygène. Donc l'oxygène, si on regarde, ici j'ai une molécule, d'eau. Chaque molécule d'eau contient un oxygène, donc j'ai un oxygène. Et puis, du côté des produits, j'ai 2 CO2. Chaque CO2 a 2 atomes d'oxygène, donc en tout, j'ai 4 atomes d'oxygène. Ça veut dire que si je veux avoir le même nombre d'atomes d'oxygène au niveau des réactifs, il faut que j'aille 5 atomes d'oxygène. Donc il va me falloir 2,5 molécules de O2 pour obtenir ces 5 oxygènes. Et puis c'est là où justement on a ces fameuses fractions qui peuvent apparaître. 2 cinquièmes, ça correspond à notre fameux 5 demi. Troisième étape, je vais amplifier par le plus grand dénominateur commun. Donc ici, le seul dénominateur, c'est le 2 qu'on a pour le CO2, de manière à éliminer les fractions. Donc ici, je vais venir tout multiplier par 2 et ça me donne comme chiffre à l'arrivée, je vais doubler mon 1 de départ, j'ai doublé mon 5 demi, ça me donne 5, j'ai doublé mon 1, ça me donne 2, j'ai doublé mon 2, ça me donne 4 et j'ai une équation avec les plus petits nombres entiers possibles pour que, la réaction soit juste d'un point de vue, qualitatif et quantitatif. Dernière étape, normalement, on fait encore une vérification pour vérifier que tous les éléments, qu'on a, du côté des réactifs, on les retrouve du côté des produits. Ici, si je compte, j'ai 4 atomes de carbone des 2 côtés, 4 atomes d'hydrogène des 2 côtés et 10 atomes d'oxygène des 2 côtés, donc ma réaction est équilibrée. Si par hasard, ici j'ai utilisé tous les atomes, pour l'équilibrage, donc je les recontrôle tous. Si par hasard il y avait un des atomes que j'avais jamais utilisé sur l'équilibrage, à ce moment-là, si à la fin, heu, cet élément est juste entre les réactifs et les produits, à ce moment-là, j'ai pas besoin de vérifier tous les autres. Ça veut dire que, mon équilibrage a été fait de manière juste. Ensuite, deuxième méthode, elle revient un peu au même, mais à la place de mettre, 1 devant, ce produit ou réactif qui contient le plus grand nombre d'éléments, on avait dit que c'était le C2H2 qui est là, on va venir mettre 6. L'avantage du 6, c'est que c'est un multiple de 1, 2 et 3. Donc on couvre un peu plus de possibilités, par contre on va travailler avec des chiffres un petit peu plus grands. Donc on vient mettre 6, devant notre C2H2. J'ai 12 carbones, donc pour avoir 12 carbones de l'autre côté, je vais devoir mettre un 12 devant le CO2. J'ai 12 hydrogènes au départ, donc je vais devoir mettre un 6 devant H2O pour avoir 12 hydrogènes de l'autre côté. Un 6 devant l'hydrogène pour avoir 12 hydrogènes de l'autre côté. Je reviens en arrière et ici je peux équilibrer le O2. Donc si on compte à l'arrivée, j'ai ici 6 oxygènes plus 24 oxygènes, ça me donne 30 oxygènes. Donc pour avoir 30 oxygènes, je dois venir mettre un 15 devant le O2. Et ici, cette fois, je vais diviser ces différents nombres par le plus grand diviseur commun. Et ici, je vais venir tout diviser par 3 de manière à avoir
les plus petits nombres entiers ici. Donc je me rends compte que tous les nombres que j'avais avant on avait 6, 15, 6 et puis 12, que tous ces nombres sont divisibles par 3 et on vient diviser ces nombres par 3 pour retomber sur les coefficients qu'on avait, déjà, découverts avec, la méthode numéro 1. Dernière méthode, plus, mathématique, qui est une méthode par système linéaire et on va venir mettre, donc elle est plus longue cette méthode, mais par contre elle est largement plus, méthodique et au final il y a un peu, moins d'essais qui doivent être faits. Par contre, elle est un petit peu plus longue à se mettre en place. Donc on va venir mettre des valeurs algébriques devant chacun des réactifs et des produits. Donc je vais mettre A, B, C et D. Et puis ce A, B, C, D, ben, c'est ce qu'on va calculer de manière mathématique pour savoir, quel est le chiffre qui est représenté par le A, le B, le C et le D. Maintenant, on peut avoir un système d'équations qui va être posé pour, chacun des éléments. Donc ici, on a 3 éléments, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Pour le carbone, on sait que pour chaque molécule de C2H2, j'ai 2 atomes de carbone. Donc le nombre de carbone, totaux que je vais avoir sur ces molécules, de C2H2, si j'en ai plusieurs, ça va être 2A. Et puis on a uniquement un carbone à l'arrivée, donc on va avoir que 2A est égal à 1D. Je fais la même chose pour l'hydrogène, 2A est égal à 2C. Et puis pour l'oxygène, on va voir que 2B est égal à C plus 2D. Maintenant, pour la plupart d'entre vous, il y a un problème, puisque j'ai 3 équations, mais j'ai 4 valeurs algébriques, donc jusqu'à présent, normalement, on dirait qu'en mathématiques, le système est non solvable. On est en chimie, on n'est pas en maths, donc on va un peu simplifier, la tâche et puis on va, mettre un numéro au bol pour, une des valeurs. Sinon, on va estimer que, par exemple, ici, le A, il vaut 1. Donc, choix, totalement égal, j'ai choisi, on aurait pu mettre que A valait 2, on a choisi que A, il valait 1. Si j'ai que A, il vaut 1, avec la première équation, on a que D est égal à 2. Si A, il vaut 1, avec la deuxième équation, on a que C est égal à 1 aussi. Et puis, on va avoir avec la troisième équation que B est égal à 2,5. Puisqu'on va avoir C1 plus 2 fois D, 2 fois 2, donc on a 5 en tout. 2B est égal à 5, donc B est égal à 5 demi, à savoir 2,5. Donc le système est résolu. Et puis on va amplifier ou diviser les coefficients de manière à obtenir des nombres entiers. Donc ici, pour avoir les plus petits nombres entiers possibles, je vais devoir amplifier mes solutions ici par 2. Je retombe sur un A qui vaut 2, un B qui vaut 5, un C qui vaut 2 et un D qui vaut 4. Et de nouveau, dernière étape, je vérifie que j'ai bien le même nombre, d'éléments de chaque côté de l'équation. Donc là, on a vu, 3 méthodes d'équilibrage, il en existe plein d'autres, mais c'est des méthodes d'équilibrage, assez courantes. Et le but de ces méthodes, c'est d'avoir une systématique dans la manière de résoudre ces équations chimiques, de manière à éviter de trop aller par tâtonnement et puis, essayer, devoir recommencer, encore reprendre et ainsi de suite. Donc, voilà les corrections pour, l'exercice 6. Maintenant, à partir, des équations chimiques, on est capable de calculer les différentes, masses réactionnelles. Donc grâce à ces môles,
Si je connais n'importe laquelle, des masses de mes réactifs ou de mes produits, je peux calculer toutes les autres masses. On n'a pas, c'est un quelque chose de largement plus puissant que bêtement, la loi de Lavoisier qui dit: «S'il me manque une masse au niveau des réactifs ou des produits, ben, je peux la calculer puisque, ma masse est conservée». Donc ici, avec n'importe quelle masse, je peux calculer n'importe quelle autre masse. Hem, on va voir que, on va utiliser ces équations chimiques, ben, pour faire, ces calculs en passant par le biais du nombre de mots. Donc à chaque fois, je ne peux pas avoir de proportion avec les coefficients stoichiométriques entre les masses. Les coefficients stoichiométriques me donnent une relation de combien de molécules ont réagi par rapport à un autre type de molécule et ça va correspondre au nombre de mots. Donc ici, nous, on va, prendre une autre réaction, c'est, l'explosion de la nitroglycérine. Donc la nitroglycérine, c'est un combustible qui, contient assez d'oxygène à l'intérieur pour brûler l'entier du combustible. Donc c'est un combustible et un comburant et ça correspond à un explosif. Un explosif relativement instable. Si je viens taper avec un marteau dessus, il explose et puis il va produire énormément de gaz. Donc ici, en haut, on a, l'équation équilibrée. On me dit que 4 molécules de nitroglycérine, liquide me produisent 10 molécules d'eau gazeuse, 12 molécules, de CO2 gazeux, 6 molécules de N2 gazeux et puis, 1 molécule de O2. Si on fait le calcul, à partir de 4 molécules, de nitroglycérine, on produit 29 molécules de gaz. 29 molécules de gaz, ça veut dire, heu, 7,25 fois plus de molécules. On a vu pour l'eau, on a dit qu'environ, 1 litre d'eau sous forme liquide produisait 1 700 litres de vapeur. Si on imagine que, 1 litre de nitroglycérine produit 1 700 litres de nitroglycérine, sous forme de vapeur, de gaz, ben, on a déjà une extension de 1 700 fois le volume. Si on fait 1 700 fois le volume fois ce facteur 7,25, ben, on se rend compte qu'on a vraiment, à partir d'1 litre, de nitroglycérine liquide, on a une production de gaz qui va correspondre hem, à presque, 12 000, 13 000 litres de gaz qui vont être produits par cette explosion. Donc on va avoir, une quantité colossale de gaz qui va être produit dans la pièce et puis c'est ce qui va, justement, créer cet effet de souffle. Donc ici, nous, on va être intéressés, sur cet exemple-là. On va prendre une, masse de départ de nitroglycérine, ça c'est un choix de, un demi kilo, donc 0,500 kg. Je suis obligé, donc ici, moi j'ai fait on a fait un tableau. On a un tableau où en bas on a la masse, on va transiter par la masse molaire pour obtenir le nombre de mots. J'ai aucun moyen, à partir de la masse, de calculer directement les masses d'eau, de CO2, de N2 et de O2 sans passer par le nombre de mots. Donc, je ne peux pas faire cette transition directe. Par contre, puisque j'ai la masse de nitroglycérine, je peux calculer sa masse molaire. Donc ici, la masse molaire, pour la nitroglycérine, le calcul qu'on aurait fait, ça va être 3 fois la masse molaire du carbone, plus 5 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 3 fois la masse molaire de l'azote, puisque le 3 distribue le N et puis le O, plus 9 fois la masse molaire de l'oxygène. Si on fait ce calcul-là, ça vous donne 227,11 grammes par mol. Donc ça, c'est la deuxième étape sur ma procédure. Les procédures, pour ces calculs vont toujours être les mêmes, on va toujours procéder dans le même sens. Donc première étape, si j'ai une masse, je la convertis en grammes. Deuxième étape, je calcule la masse molaire.
À partir de la masse et de la masse molaire, ben, je peux bien évidemment calculer le nombre de moles. Le nombre de moles, ça va être petit m divisé par grand M. Donc ici, on va avoir la masse de nitroglycérine divisée par la masse molaire de nitroglycérine, donc 500 divisé par 227,11 grammes par mole. Et puis, ça me dit que j'ai 2,202 moles de nitroglycérine au départ. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le nombre de moles d'eau qui est produite. On me dit que si j'ai 4 molécules d'eau, 4 molécules de nitroglycérine, je produis 10 molécules d'eau. Ça veut dire que si j'ai 4 moles de nitroglycérine, je produis 10 moles d'eau. Et maintenant, nous, la question qu'on se pose, c'est pour 2,202 moles de nitroglycérine, combien de moles de H2O je peux produire? Et puis au final, ça correspond à une règle de 3. Donc pour cette quatrième étape, ça correspond à une règle de 3. Je prends mes coefficients, mon coefficient 4, mon coefficient 10, et nous, ce qu'on veut calculer, c'est le nombre de moles de molécules d'eau à partir du nombre de moles de nitroglycérine. Et ce nombre de moles de nitroglycérine, c'est ce qu'on a calculé au point 3. Donc au final, je vais faire nombre de moles de nitroglycérine fois 10 divisé par 4 et j'obtiens le nombre de moles d'eau. Autre manière de procéder, pour calculer le nombre, ma flèche, elle part de nitroglycérine, elle va vers l'eau, c'est coefficient stoichiométrique d'arrivée de la flèche divisé par coefficient stoichiométrique de départ fois le nombre de moles de départ. Donc ici, j'ai 10 quarts fois le nombre de moles de nitroglycérine, et puis ça me dit que je vais produire 5,504 moles d'eau à l'arrivée. Maintenant, puisque j'ai les moles d'eau, je peux faire tout le chemin inverse, calculer la masse molaire de l'eau, et à partir de la masse molaire de l'eau, puisque j'ai le nombre de moles et la masse molaire de l'eau, ben, je peux calculer la masse d'eau qui va être produite par la réaction. Masse molaire de l'eau, on l'a calculé avant, 18,02 grammes. Pour calculer la masse d'eau, ça va être le nombre de moles fois la masse molaire. Je fais les calculs et on obtient qu'on a 99,18 grammes qui sont produits. Donc ici, j'ai calculé la masse de H2O produit. Je pourrais faire exactement la même chose. Donc les étapes sont les mêmes jusqu'à l'étape 3. Et puis après, je peux faire une étape 4, 5 et 6 différentes pour calculer la masse de CO2, une étape différente pour calculer la masse de N2, ou encore une étape différente pour calculer la masse de O2 produit par la réaction. Donc on va faire ces différentes étapes 4 qu'on pourrait faire, ces étapes 5 et 6. Donc ici, si j'étais intéressé par calculer ces différentes masses, pour l'étape numéro 4, le nombre de moles de CO2, donc à chaque fois, on se rebase sur le nombre de moles de nitroglycérine, qui était notre fameux 2,202. Et puis, je dois faire coefficient d'arrivée divisé par coefficient de départ, donc je vais avoir 12 quarts. Pour la masse molaire, je la calcule, 44,01 grammes par mole, et puis ça me donne la masse de CO2 qui est produite par la réaction. Pour le nombre de moles de N2 produit, cette fois, je passe de 4 à 6, coefficient d'arrivée 6 divisé par coefficient de départ 4, donc on va avoir 6 quarts. Je calcule ma masse molaire pour le N2 et je peux calculer dès lors ma masse de N2 produite par la réaction. Et je fais la même chose encore pour le O2 qui nous donne un coefficient de 1 quart et puis on obtient qu'on a 17,62 grammes de O2 qui sont produits par la réaction. Donc, si on regarde, Lavoisier est bien conservé. 500 grammes de nitroglycérine au départ me produisent 99,18 grammes d'eau, 290,7 grammes de CO2, 92,55 grammes de N2 et 17,60 grammes de O2.
ce qui correspond au final, à 500 grammes de produit, générés par la réaction. Maintenant, on peut avoir une formule pour calculer directement une masse, d'un réactif pour calculer directement la masse d'un autre réactif ou d'un produit, il y a une formule pour ça. Généralement, j'aime pas l'utiliser puisque la plupart des gens, qui apprennent cette formule par cœur, au final l'apprennent faux et puis, la font fou. Mais il y a quand même une formule qui existe pour ça. Si on somme ce qu'on a fait, à partir de la masse de A, j'ai transformé ma masse de A en nombre de moles de A. Donc le nombre de moles de A, c'est la masse de A divisé par la masse molaire de A. Le nombre de moles de B, c'est le coefficient stoichiométrique, là, ce VB qui correspond ici à ce petit b, qui sera un chiffre, divisé par le coefficient de celui de départ, qui correspondrait ici à ce petit a, fois le nombre de moles de A. Donc ici, je peux venir, à la place d'écrire nombre de moles de A, je viens injecter ça dans ma formule. Maintenant, si je veux calculer la masse de B, c'est le nombre de moles de B fois la masse molaire de B, et puis de nouveau, je peux venir supprimer ça et puis venir réinjecter ici ma formule. Et puis j'ai une formule maintenant toute prête à l'emploi avec ces 3 étapes ici. Et si je condense, je peux calculer ma masse de B directement à partir de la masse de A. Je dois refaire le coefficient stoichiométrique de B divisé par le coefficient stoichiométrique de A fois la masse de A de départ divisé par la masse molaire de A fois la masse molaire de B. Donc ça, c'est une formule qui permet de directement calculer à partir d'une masse, une autre masse. Mais au final, cette procédure reprend toutes les différentes étapes qu'on a fait. Maintenant, on va parler des excès et des limitants, qui est la dernière grosse partie de ce chapitre avant de voir les réactions de combustion. Je vais prendre, pour expliquer ça, d'abord un exemple avec des vélos. Le VTT ici va être un bon exemple pour expliquer au final ce qu'on va faire en termes de procédure de calcul. Donc on est d'accord que pour monter un VTT, il me faut 2 roues. Si j'ai 2 roues et un cadre, ben à ce moment-là, je peux monter un VTT complet. Maintenant, si j'ai 200 roues, à partir de 200 roues, je suis capable de monter 100 VTT complets. Chaque VTT, au final, a 2 roues. Si j'avais 100 cadres, avec 100 cadres, je peux monter 100 VTT aussi. Donc ça veut dire que si j'ai 200 roues, 100 cadres dans mon entrepôt pour monter des VTT, à la fin, je vais pouvoir avoir 100 VTT montés avec 0 roues qui vont me rester sur les bras et 0 cadres qui vont me rester sur les bras. Donc j'ai plus de roues, plus de cadres qui me restent dans les bras. Donc j'ai exactement le bon nombre de roues par rapport au nombre de cadres. Donc ça, c'est le cas parfait où tout le monde il est content et puis on n'a pas de problème. Par contre, la réalité, elle est des fois pas comme ça, puisque dans l'entrepôt, peut-être qu'il y a des roues qui ont des défauts, il y a des cadres qui ont des défauts, il y a peut-être des clients qui viennent tout à coup racheter des roues, mais qui rachètent pas le cadre parce qu'ils ont déjà le cadre du VTT. Et puis, ça va un peu, changer au final la dynamique, au niveau, de notre fabrique de VTT. Donc ici, les 2, en ayant 200 roues et 100 cadres, on estime qu'on est en proportion stoichiométrique. Donc on a à la fin, où j'ai tout utilisé, j'ai plus, d'excès ni de roues, ni, de cadres. Par contre, si je prends 200 roues, avec mes 200 roues, ben, je peux toujours monter, sans VTT, on l'a vu avant, mais maintenant j'ai que 94 cadres disponibles. Avec 90 cadres, je peux monter 90 VTT. Donc ici, je regarde avec mes roues combien de VTT je peux monter et avec mes cadres combien de VTT je vais pouvoir monter. La réalité, elle est que si je regarde mes roues, je peux monter 100 VTT, que mes cadres, je peux monter 90 VTT. En réalité, si j'ai 90 cadres et 200 roues,
au maximum, je vais pouvoir monter 90 VTT. Ça veut dire que j'ai 10 VTT, 100 moins 90, que je ne peux pas monter. Et ces 10 VTT vont faire que dans l'entrepôt, il va me rester 20 roues. J'ai utilisé tous les cadres m'ont permis de monter des VTT, donc j'ai 0 VTT que j'ai pas pu monter, donc il me reste 0 cadre dans mon entrepôt, mais par rapport aux roues, il y a 10 VTT que je peux pas monter, et ces 10 VTT que je peux pas monter, ben, ça représente 20 roues qui n'ont pas été utilisées. Donc ici, dans ce cadre présent, qui est au final un cas largement plus réel que le premier, on a un excès de roues dans notre entrepôt, et puis on a les cadres qui sont limitants. Donc je vais utiliser tous mes cadres pour monter le maximum de VTT que je vais pouvoir monter, mais il va me rester des roues sur les bras. Donc maintenant, si on fait exactement la même chose, donc on va regarder, c'est de nouveau une procédure, on va prendre une certaine masse d'acétylène et une certaine masse de dioxygène, et puis on va regarder quelle est ici la quantité maximum de CO2 qu'on est capable de faire. Donc ici, j'ai repris l'exemple chimique des réactions qu'on a appris à équilibrer avec les trois différentes méthodologies. Donc ici, nous, on va estimer que au départ, j'ai 700 mg d'acétylène, de C2H2, et 2 grammes de dioxygène. Donc on va faire exactement les mêmes étapes, mais on va les faire 2 fois. On va faire une fois pour, la masse du C2H2 et puis une fois pour la masse de O2. Pour le moment, j'ai des masses, ça correspond à comme si j'avais des masses de roues ou des masses de cadres, mais ça me j'ai pas le nombre de cadres ni le nombre de roues. Le nombre de cadres et le nombre de roues, ça correspond ici au nombre de mots. Donc je vais devoir, transiter pour pouvoir faire la comparaison et avoir le nombre de mots. Donc, on a dit à chaque fois: «J'ai envie de travailler en grammes», donc mes 700 milligrammes, je vais les transformer en, grammes. Maintenant, je fais ma deuxième étape dans les 2 cas, je veux savoir au final combien pèse une roue et puis combien pèse un cadre. Et puis ça, c'est mes masses molaires. Donc je prends mes différentes masses molaires, je les calcule, j'obtiens pour la masse molaire pour l'acétylène 26,04, pour le O2, 32 grammes. À partir de là, je peux calculer le nombre de moules qui va correspondre à mon nombre, de roues et mon nombre de cadres. C'est la masse divisée par la masse molaire. Donc ici, on a calculé nos 2 nombres, de moules qui sont déjà calculés. À partir de ce nombre de moules, je vais regarder, maintenant que j'ai le nombre de cadres et le nombre de roues, je vais regarder combien de VTT je peux monter dans les 2 cas. Donc ici, le VTT, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le CO2. J'ai envie de savoir quelle est la masse maximum de CO2 que je vais produire. Donc le nombre de CO2 que je peux, créer à partir ici des roues, ici mon C2H2, ça va être coefficient d'arrivée 4 divisé par coefficient de départ 2. Donc 4 demi fois le nombre de moles de C2H2. On l'avait calculé avant, il valait 0,0269. Donc avec le C2H2, je peux produire 0,0538 moles de CO2. Avec le O2, je peux créer coefficient d'arrivée 4 divisé par coefficient d'arrivée 4 divisé par coefficient de départ 5. Donc on va avoir 4 cinquièmes fois le nombre de moles de O2, et je vais pouvoir produire 0,500 moles de CO2. Et là, ça m'indique que la quantité
correspondait à mon nombre maximum de VTT que j'étais capable de produire. C'est le plus petit des 2 nombres, donc ici, celui qui va me permettre de produire la quantité, maximale de CO2, c'est le O2. Donc ici, puisque lui, il me produit un nombre qui est plus petit, c'est le O2 qui est limitant. Donc le O2 est limitant, et ça veut dire que le C2H2 est en excès. Il va me rester, sur les bras de ce C2H2. À partir de ce nombre de moles, de CO2, je peux calculer du coup la masse maximale de CO2 qui est produite, qui correspond à ces 0,05 mots. Donc étape 5, je fais ma masse molaire de CO2. Étape 6, je peux calculer la masse, maximale de CO2 qu'on est capable de produire par la réaction, 2,20 grammes. Donc ici, nous, on a identifié avec l'étape 4, on a identifié lequel était limitant, et puis je viens finir mes calculs avec le limitant pour calculer la masse d'un produit fourni par la réaction. Maintenant, si on me demande quel est l'excès de C2H2, donc j'ai envie de savoir combien de roues il me reste sur les bras, bah, je vais devoir revenir en arrière. Je vais devoir me poser la question, qu'est-ce que je ne peux pas produire comme CO2? Et le CO2 que j'ai pas pu produire, entre mes VTT, c'était entre 100 et 90, donc j'ai pas pu en produire 10. Ici, ce que j'ai pas pu produire, ben, c'est la différence de ces 2 chiffres. Donc c'est le nombre de moles de CO2 que j'ai pu, produire avec, O2, moins le nombre de moles de CO2 que j'ai pu produire avec, C2H2. Heu, donc on va avoir 0,0538 moins 0,0500. Et puis, ça dit qu'on ne peut pas produire 0,0038 moules de CO2. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que je n'ai pas pu produire de CO2, à combien ça correspond en termes d'excès, donc à combien ça correspond en termes de C2H2, qui est l'excès. Donc, je vais devoir faire coefficient d'arrivée 2 divisé par coefficient de départ 4. Donc, ça va être les 2 quarts de ces 0,0038 moles. Bah, ça me donne qu'il y a sur toutes les moles de C2H2 que j'avais au départ, il y en a 0,0019 moles qui ont servi à rien. Maintenant que je connais le nombre de moles qui ont servi à rien, je peux connaître la masse d'excès de nouveau en transitant par la masse molaire. Donc ici, ces étapes 7, 8, 9, on se base ici sur l'excès. Et l'excès, en l'occurrence, c'est le C2H2. La masse d'excès, c'est la masse molaire du C2H2 fois le nombre de moles de C2H2. Et ça nous dit qu'il y a 0,049 grammes de C2H2 qui n'ont pas pu être utilisés pendant la réaction, soit 49 milligrammes. Donc si ici on fait un exemple avec les roues, le nombre de roues, c'était, qu'on a fait, cette étape 3 ici, c'était mes 200 roues. L'étape 3', le nombre de cadres qui correspondait à 90, donc ça, toutes les étapes 1 et 2, ça correspondait au final à la masse de roues et la masse, combien pèse une roue. Le, l'étape 4, qui correspondait au nombre de moles de CO2 pour le nombre de roues, on l'a fait ici. On a fait une étape 4' qui est le nombre de cadres de VTT qui est à nouveau enfin le nombre de VTT mais lié au cadre. Donc à chaque fois, on a calculé ici le CO2, mais une fois lié aux roues et une fois lié au cadre. Et puis on a calculé en disant voilà, ben, nous on va prendre le nombre de VTT limitant. Et puis on avait calculé ici qu'au maximum on pouvait produire
90 VTT, puis on a regardé ces 90 VTT, quelle masse de VTT on était capable de créer. Maintenant, je fais, la soustraction de l'un moins l'autre et il y a 10 VTT que je peux pas produire et ces 10 VTT, ben, ils correspondent à 20 roues. Maintenant, je pourrais avoir le poids de roue qui a pas servi à rien si, je redescends en arrière. Donc voilà, ici pour la comparaison de ce qu'on a fait avec les VTT par rapport à l'exemple concret, chimique que je viens, de réaliser. Voilà, on peut avoir, des formules qui me permettent, de directement, mesurer tout ça. Je vais pas venir à travers ces formules, je pense que, on perd plus les élèves qu'autre chose en regardant ça, mais c'est de la stoichiométrie qui vient, condenser au final, ces différents calculs et puis on peut un peu, gagner du temps si on est capable de bien utiliser, ces choses, mais ça revient au même, c'est une condensation de toutes les étapes de calcul qu'on vient faire, jusqu'à présent. Voilà, maintenant dernière chose, on va rapidement parler des réactions de combustion. Donc les réactions de combustion, heu, si j'ai un combustible qui est la matière à brûler, je peux venir, la brûler à l'aide d'un comburant qui le comburant en l'occurrence fournit le dioxygène et puis, il me faut une énergie d'activation pour démarrer la réaction et maintenir la réaction. Si je viens brûler des métaux, pour brûler des métaux, j'ai besoin d'oxygène. Donc le métal plus l'oxygène va me donner comme produit de réaction des oxydes de métaux. Si je viens brûler du fer, je peux créer 2 oxydes de fer, l'oxyde de fer 2 ou éventuellement de l'oxyde de fer 3, si on ne prend pas, les oxydes composés qu'on a pour le fer. Donc métal plus dioxygène me donne oxyde de fer 2 ici. Si j'ai équilibré ma réaction, je dois mettre des 2 avant ou après, ou je peux créer de l'oxyde de fer 3. Et si je crée de l'oxyde de fer 3, ben cette fois, mon équilibrage, il va être différent. Donc, si on regarde ces réactions de combustion de métaux, on va toujours avoir métal. Le métal il est toujours solide, plus O2 qui est un gaz. Réaction chimique va me donner oxyde de métal. En fonction du nombre, donc ici par exemple si je prends l'exemple pour le fer j'ai 2 nombres d'oxydation, 2 et 3. Ça veut dire que je vais avoir, 2 réactions, une qui va me produire de l'oxyde de métal, ici en l'occurrence fer 2, et une autre qui va me produire de l'oxyde de métal 3. Donc le nombre de degrés d'oxydation qu'on a ici va me donner le nombre de ces réactions que je vais être capable de faire. À chaque fois, l'oxyde de métal, c'est un solide. Réaction de combustion de composés organiques. On va prendre des composés organiques simples qui sont, composés uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Eux, si je veux les brûler, j'ai de nouveau besoin de dioxygène et ça va toujours me même produire les mêmes produits de réaction, à savoir du CO2, donc du dioxyde de carbone et puis du dioxygène O2. Donc je vais avoir à chaque fois, j'ai mon composé de carbone, d'hydrogène et éventuellement d'oxygène, X, Y, Z, qu'importe le nombre qu'on en a. Ça peut être un solide, liquide ou un gaz en fonction des composés. Ça va réagir avec du O2 gazeux. On va avoir une réaction chimique et la réaction chimique va me produire du CO2 gazeux plus du H2O gazeux. Si on prend un exemple avec la combustion du propane-butane dans un brûleur à gaz, on a le propane ici et puis on a le butane. Dans les deux cas,
Le propanalbutane brûle avec du dioxygène, me produisent du H2O et du CO2 si j'ai ma fameuse flamme de prémélange qui correspond à la flamme bleue. J'équilibre mes réactions et j'ai mes différentes réactions de combustion.